Ok les gars, c'était chaud, j'avoue que j'ai eu peur, j'avoue que j'ai transpiré, j'avoue que je me suis dit que le cataclysme pouvait arriver, mais finalement, Paris est qualifié, Paris est en demi-finale de Ligue des Champions, et c'est peut-être le plus important. Hier, Paris s'est qualifié dans la douleur, a perdu contre Aston Villa, et finalement, cette défaite, c'est peut-être la plus grande des victoires pour Luis Enrique et pour le Paris Saint-Germain en vue de la suite de la compétition. On va en parler très tranquillement. Bienvenue sur la chaîne Podcast FC. On va évoquer du coup le match entre le PSG et Aston Villa qui s'est déroulé d'une manière bien délicate pour le Paris Saint-Germain qui avait pourtant très bien commencé. Un match qui aura été difficile à mener, une qualification qui aura été finalement plus compliquée à aller chercher que ce que tu pouvais attendre. Et le Paris Saint-Germain hier a appris tout un tas de leçons et on va se tourner tranquillement sur ça aujourd'hui. La première leçon, je dirais que c'est un peu une leçon d'humilité et de retour sur terre. On l'a vu notamment avec la déclaration d'Ousmane Dembélé qui avait dit on s'est vu qualifié, on s'est vu trop beau. À un moment donné, il fallait peut-être qu'un l'effectif redescende un petit peu d'un piédestal qui était plutôt logique d'ailleurs. Mais je pense que c'était nécessaire de faire un petit peu redescendre les attentes, les ardeurs, euh, le fait de se voir peut-être trop beau trop vite. Je pense que c'était vraiment une nécessité. Mais au-delà de l'effectif, il y a quand même l'aspect des supporters, même si je trouve que les Parisiens, globalement, sont devenus plutôt humbles. Je pense que là-dessus, il n'y a pas tellement de problème. Mais en fait, sur le principe de l'humilité et du retour sur terre, je vise principalement la sphère journalistique, avec notamment Monsieur Daniel Riolo, qui voilà, a dit notamment qu'il voyait que le Barça stopper ce PSG et tout. À un moment donné, calmos, le Paris Saint-Germain est en demi-finale, c'est vrai, le PSG n'est pas encore en finale, et peut-être que le PSG n'ira jamais. Donc, calmos, on redescend un petit peu, on prend les choses match après match, on prend le temps, et on avance petit à petit. Il faut pas oublier un truc, c'est que le Paris Saint-Germain, dans cette campagne, revient de loin, c'est que le Paris Saint-Germain a une équipe qui est extrêmement jeune, et que le Paris Saint-Germain a un nouveau projet qui a été mis en place seulement la saison dernière. Et pour le coup, on a des résultats, puisque le PSG en France est devenu intouchable. Tu fais 2 demi-finales de Ligue des Champions en 2 ans sous Luis Enrique. Les résultats sont là. Je peux comprendre que les attentes et l'emballement soient au rendez-vous, mais à un moment donné, il faut être tranquille. Voilà, calmons-nous. D'ailleurs, il faut quand même rappeler aussi un truc, dans cette première leçon d'humilité et le retour sur terre, au bout d'un moment, le football, c'est le football et il faut avoir conscience de la réalité du foot. On ne peut pas gagner tous les matchs. On ne peut pas jouer à 100% de performance toute l'année, tout le temps, en permanence. C'est littéralement impossible. Évidemment, je l'ai un peu évoqué, il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est. C'est un discours qui est valable pour les joueurs, le coach, les supporters, les journalistes. Il faut que tout le monde en soit conscient. Et c'est aussi, évidemment, un beau rappel concernant la nécessité absolue de jouer à 100% en Ligue des Champions à chaque match, de la première à la 95e minute. Voilà. Paris s'est vu qualifié à 2-0 à la 28e minute. T'avais 4 buts d'avance, je peux comprendre, mais au final, c'est la première leçon. Ça a failli tuer le Paris Saint-Germain, ça a failli leur coûter très très cher, et donc il faut un petit peu redescendre. Ensuite, on a la deuxième leçon, mais là c'est sur un truc assez précis que je voudrais évoquer, c'est une défense inhabituelle. Là vous voyez, on a cette séquence avec le Paris Saint-Germain pour illustrer un petit peu au match aller contre Aston Villa, où en fait le PSG a été le PSG classique, le PSG que l'on connaît, le PSG qui maîtrise son sujet, tout simplement. Pourquoi? Parce que le PSG habituellement presse haut, défend haut, et en fait a une position de bloc équipe qui est vraiment haute pour aller gêner l'adversaire, et ça permet à Paris de ne pas défendre bas. Parce que Paris a beaucoup de mal à le faire, Paris n'est pas forcément bon quand il défend bas, et on se rend compte là aussi sur cette deuxième séquence que le Paris Saint-Germain défend énormément en ayant la possession de balle. Parce que finalement, quand tu prives ton adversaire de ballon, et ben l'adversaire, forcément en n'ayant pas le ballon, ne peut pas être dangereux et contraint à défendre. Et là on le voit sur ce screen, le bloc équipe du PSG, pardon, il est vraiment haut. Paris a la possession, Paris fait du Paris Saint-Germain, le PSG que l'on connaît, le PSG dominant, fort, qui maîtrise ses matchs. Et là on voit la ligne défensive, Mendes et Beraldo notamment, qui sont très hauts dans la moitié de terrain d'Aston Villa, parce que le PSG se retrouve dans une phase de possession haute, avec une forte pression, et c'est clairement ce qu'on n'a pas vu du tout contre Aston Villa hier.
On a eu la défense beaucoup trop basse sur ce match. Là, je vous ai pris une capture, j'ai pas pu en trouver d'autres, mais vous voyez qu'il y a un problème. Beaucoup de joueurs d'Aston Villa, bien évidemment, qui vont presser, c'est logique, hein, ils sont en retard et ils vont chercher à marquer. Mais derrière, t'as Vitinha qui est super bas, t'as Neves qui est bas. La position de Fabian Ruiz et de Dembélé, pareil, elle est très 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 inquiétante. Et en fait, on se rend compte que oui, on a vu un PSG très bas sur beaucoup beaucoup trop de séquences dans le match. Donc voilà, gros problème. On se rend compte que le PSG n'a pas joué comme d'habitude. Peut-être une déroute tactique, hein, c'est possible. T'affrontes forcément Unai Emery, c'est un client. Peut-être que Luis Enrique s'est trompé, peut-être que les joueurs se sont trompés. Mais on a vu un PSG beaucoup trop bas qui, clairement, n'a pas fait ce qu'il faisait d'habitude et ce qui fait habituellement sa force. Ensuite, on a la troisième leçon, et là, pour moi, c'est peut-être la leçon la plus importante, c'est peut-être celle qui explique le match contre Aston Villa, le manque d'engagement et de concentration. Pour moi, le Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe qui s'en sort bien parce qu'en fait, contre Aston Villa au match retour à Villa Park, bah t'as clairement joué à 30%, j'ai l'impression, et ça s'est un peu ressenti dans les déclarations. À 2-0, tu sais que t'as tué le match, t'as éteint le stade, t'as éteint l'équipe, t'as éteint tout espoir, et finalement, par ta connerie, par ta flemme, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, bah tu te retrouves complètement à relancer Aston Villa qui était mort létal. Donc c'est assez fou. Et là on le voit, le but de Konsa pour relancer vraiment totalement le match là pour le coup. On a Dembélé qui va au duel, Dembélé qui perd le duel de la tête, il est en retard. Finalement tu te retrouves avec Fabian Ruiz qui défend face à Marcus Rashford. Et on se retrouve avec un Fabian qui là pareil, quand on parle de joueurs en dilettante, quand on parle de joueurs qui mettent pas assez d'impact, quand on parle de joueurs pas suffisamment engagés, là on le voit bien, Fabian Ruiz il est en retard contre Marcus Rashford, il se fait complètement effacer. Ensuite on a la deuxième lame avec Vitinha qui arrive au duel, mais regardez l'inclinaison du corps de Vitinha. Il est tourné dans l'autre sens et finalement Rashford lui il arrive et il rentre intérieur et on se rend compte que ouais, Vitinha et Fabian Ruiz ont été éliminés d'une facilité déconcertante, ce qui est assez lunaire d'ailleurs, mais bon, c'est quelque chose de vraiment regrettable. Ça offre une situation à Aston Villa pour aller marquer. Et là, regardez cette capture d'écran. Perso, je la trouve absolument lunaire puisque tu as totalement 9 Parisiens dans la surface et tu as ce mec tout seul dans la surface qui peut ajuster tranquillement le gardien. À un moment donné, les amis, est-ce que c'est normal? Non, la réponse évidemment c'est non, et voilà, forcément derrière, quand tu commets une telle erreur défensive avec Fabien Ruiz et Vitinha qui se font trop facilement éliminer, Vitinha qui d'ailleurs aura fait un match cataclysmique, c'était vraiment chaud, bah tu te retrouves voilà derrière à prendre un but complètement évitable, hein, tu aurais pu faire largement mieux. On a vu évidemment des fautes aussi de technique et de concentration de la part des Parisiens. Là on a une phase de relance avec Marquinhos qui est bas sur le terrain, mais sincèrement, regardez les solutions de relance qu'il peut avoir. Il peut avoir Hakimi, il peut renverser éventuellement le jeu sur Fabien Ruiz, qui aurait peut-être été la meilleure des options, et tu as peut-être, j'ai pas forcément toute la solution, parce que l'écran est pas assez large, mais peut-être une relance aussi à faire dans l'axe, avec un Parisien qui pouvait redescendre pour décrocher. Et finalement, Marquinhos, il choisit l'option qui est peut-être la pire face à ce très très bon pressing d'Aston Villa. On remarque, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus pour enfermer les Parisiens, et Marquinhos choisit la pire des options, le ballon pour Joao Neves qui est complètement encerclé. Finalement, ballon perdu, tu te rends compte que là, c'est un 4 contre ouais, presque 2 finalement dans la surface adverse. C'est lunaire même qu'Aston Villa derrière ne marque pas, parce que finalement, Marquinhos se rattrape bien sur l'action, et ce qui est assez drôle et un peu ironique quelque part, c'est que cette action catastrophique au début, eh ben, va te permettre d'aller marquer le but du 2-0. Donc ça c'est assez dingue, mais c'est une véritable réalité du match. Ensuite, on a cette capture-là avec le but de Pacho contre son camp, Vitinha qui est en retard au duel. Quand je vous dis que le match de Vitinha est catastrophique, franchement, il est en retard sur énormément de duels, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de suffisance, et forcément, Vitinha, on le connaît, régulier, performant, pas de soucis, mais quand ton Vitinha est à ce niveau si faible, à un moment donné, ton équipe ne peut évidemment pas s'en sortir. Donc là, Vitinha qui est en retard, tu te rends compte que tu as un oubli complètement dans la défense, qui est, bon, bien sûr, pas tolérable, hein, c'est... Tu peux pas faire ça à ce niveau-là. Quart de finale de Ligue des Champions, t'es à l'extérieur, t'es contre une équipe qui a faim, qui doit remonter le score. Derrière, la frappe, ça rebondit sur Pacho.
CSC, c'est assez lunaire. Sincèrement, c'est assez fou, en fait, d'être en retard autant sur le duel, d'oublier complètement le joueur derrière. Et derrière, bon, le CSC, il est malheureux, bien sûr que Pacho n'y peut rien, mais comment cette situation-là, de base, peut exister? Sincèrement, si les Parisiens mettent de l'impact, de l'engagement, de l'agressivité, à aucun moment cette action-là doit exister, pardon, et donc, tu prends un but que tu peux largement éviter. Ensuite, je vous parlais hein, de Vitinha, voilà, franchement, sincèrement, très compliqué. Là, le ballon joué de la tête dans les airs, finalement, ballon qui revient sur Pau Torres, qui va frapper, arrêt de Donnarumma. Là, pareil, on a un centre d'Aston Villa pour aller chercher directement les deux joueurs dans la surface. Marquinhos qui, en théorie, est sur la trajectoire, mais qui se déchire complètement. Et tu te rends compte que, ouais, là, Aston Villa, à ce moment-là, peut revenir à 5 partout. Hein. C'est ça qui est dingue. Et tu te rends compte que, ouais, parade extraordinaire de Donnarumma, qui aura fait un match, on reviendra dessus, incroyable. T'as même carrément un début de célébration du joueur d'Aston Villa, Yuri Tielemans en l'occurrence, qui a mis une tête incroyable. Mais voilà, comme dit le dicton, j'ai marqué un but, mais Donnarumma l'a arrêté. Sincèrement, c'était assez fou. Et l'arrêt de Donnarumma, là, il est plus qu'héroïque, il est plus que miraculeux. C'est un arrêt de très 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 grande classe. Par contre, même s'il y a des choses évidemment négatives à dire sur le Paris Saint-Germain, et en vrai, tant mieux, parce que ça permettra au club d'apprendre, de continuer à travailler et de progresser pour atteindre un niveau suffisant en demi-finale, t'as quand même une nouvelle arme à ton jeu, c'est l'attaque rapide. Et là, clairement, on le voit avec le premier but, on a Fabien Ruiz qui, hop, prend le ballon et va orienter le jeu sur Nuno Mendes, hein, c'est assez clair là-dessus. Mendes qui, lui, de manière très intelligente, va chercher directement la profondeur avec Bradley Barcola. Mendes qui là se pose pas la question, il n'y a pas d'histoire de contrôle ou je sais pas quoi, il y va, une touche, profondeur, on cherche directement. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en a parlé sur la vidéo de Gvara juste avant, ça rappelle un peu ce qu'on a vu au match aller avec Kvaratskhelia qui avait éliminé un joueur en faisant un petit pont, et là derrière il allait chercher directement la profondeur, et tu avais un énorme espace à négocier pour Désiré Doué. Si on revient du coup à l'action de Fabien Ruiz et de Mendes, t'as Barcola qui du coup est lancé dans la profondeur, qui a tout un espace à attaquer, hein, là clairement, avec ses cannes en plus il va l'avaler très très rapidement cet espace là, et tu te rends compte aussi que t'as Dembélé qui là te fait une course en sprintant très intense, très 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 intense même, hein. Il part avec un petit peu de retard, et finalement bah, tu te rends compte que ouais avec ce sprint là, il va tranquillement arriver à faire son appel, à passer devant les défenseurs. Là il y a un appel vraiment qui est net hein, de Dembélé, il est vraiment là pour être servi. Le centre de Barcola est finalement capté par Martinez, et ben non, MDR, voilà, le karma, cher, je peux pas te blairer, donc je suis bien content, comme un gros rageux, que tu fasses cette boulette, et ça fait 1-0 pour le PSG. D'ailleurs, on a en fait la même séquence hein, sur le 2-0, c'est la fameuse mauvaise passe de Marquinhos pour Neves, la récupération, derrière t'as un ballon qui va être joué sur Kvaratskhelia qui lui est dos au but, et là on voit toute l'intelligence. Gvara, dos au but qui va arriver, bam, petite remise, et là tu peux jouer en avant. L'espace il est complètement libéré pour Achraf Hakimi, et tu te retrouves avec littéralement 4 Parisiens contre 2 joueurs d'Aston Villa. À un moment donné, ouais, quand tu arrives à avoir des transitions aussi rapides, quand tu arrives à avoir un jeu aussi direct, aussi brutal, forcément tu fais énormément de mal à ton adversaire. Là, tu te rends compte que ouais, les deux pauvres défenseurs d'Aston Villa, ils vont pas pouvoir faire grand chose. T'as Dembélé qui déclenche, t'as un appel dans l'axe, t'as évidemment Hakimi balle au pied qui lui a tout le loisir de choisir qui il veut. T'as Bradley Barcola qui a un espace monumental quand même pour aller attaquer une course. Lui, pour le coup, n'a personne sur le dos. Finalement, bah, tu te rends bien compte que là, c'est la défense de Villa qui est complètement débordée. On a les deux milieux de terrain qui sont évidemment complètement dépassés. La défense, ils essayent de suivre, mais c'est très compliqué. C'est Dembélé là qui a le ballon. Dembélé derrière va bénéficier d'un très très bon appel d'Achraf Hakimi qui là, pour le coup, est vraiment très intelligent, très malin, le latéral marocain, qui aura marqué du coup sur ce match aller. Encore une fois décisif. Et là, on arrive avec cet appel d'Hakimi, finalement Dembélé qui sert Nuno Mendes, et bam, voilà, Mendes qui derrière va aller conclure tranquillement, but à l'aller, but au retour, on peut quand même le dire, bravo et merci à Nuno Mendes pour les travaux, parce que sans lui, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ouais, franchement, cette phase d'attaque rapide du côté du PSG, on l'a vu contre Liverpool, aller-retour, on l'a vu contre Villa, aller-retour, là, finalement, ça te permet de marquer 2 buts avec tes 2 latéraux, c'est un peu ironique d'ailleurs, et bah ouais, franchement, c'est une nouvelle arme. Et finalement, en fait, tu te rends compte que
Le PSG est bon sur attaque placée. Le PSG est très bon dans la récupération haute. Le PSG arrive à te placer des attaques rapides et à être dangereux. Donc à un moment donné, ouais, ce PSG, je pense qu'il fait peur de manière légitime. Et en fait, quand tu joues le PSG, je pense que tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. Parce que si tu restes en bas, tu sais pertinemment que tu peux prendre un but. Si tu vas chercher, tu sais pertinemment que tu t'exposes. C'est ouais, un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar pour le coup. Et d'autant plus quand on arrive à cette cinquième leçon, le réalisme froid des Parisiens. On se rend compte qu'hier, le PSG met 2 buts sur les 2 premiers tirs du match. Voilà, ils font 2 tirs de but. Après, évidemment, ils ont raté des occasions après ça. Mais en même temps, le PSG se procure quoi? 8-10 occasions nettes par match? Au bout d'un moment, tu peux pas en mettre 100%, c'est complètement logique. Hein, faut être réaliste. Par contre, ce qui est bien, c'est que t'es plus du tout en mode le match contre Newcastle où tu galères pour aller marquer et tu te rends compte que ouais, tu tournes en rond, tu rates, tu rates, tu rates, et à un moment donné, bah, tu commences un peu à paniquer, et finalement, ouais, non, le PSG, maintenant, arrive à être efficace, arrive à être chirurgical, tueur, létal, vous prendrez le mot qui vous conviendra, mais franchement, sincèrement, le PSG a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé dans ce domaine-là, et clairement, dans un monde normal, hier, ton réalisme, il a tué le match, à la 28e, Aston Villa, c'est mort, le Villa Park, c'est mort, l'espoir, c'est mort, Unai Emery, c'est mort, et Emiliano Martinez, c'est mort aussi, tu vois, il est down, c'est fini. Sauf qu'à un moment donné, le monde il n'a pas été normal, et concrètement, t'es censé tuer le match, t'es censé être tranquille jusqu'à la fin, sauf que bah voilà, tu mets pas les ingrédients, et derrière, bon bah, tu vas un peu te faire mal. J'ai parlé du fait que les deux latéraux avaient été buteurs, et c'est là que c'est aussi incroyable. Luis Enrique avait raison. Luis Enrique avait raison. Il avait dit, notamment en parlant d'Mbappé, oui, je vais perdre un joueur qui va mettre 40 buts, mais c'est pas grave, parce que Dembélé va en mettre plus. Ramos va en mettre plus. Barcola va en mettre plus, et on va avoir les milieux de terrain, les latéraux. Et hier, tu te rends compte de quoi? Nuno Mendes buteur, Hakimi buteur, et voilà. C'est tout. C'est la leçon. Tu te rends compte que t'as pas besoin forcément d'un attaquant pour marquer. T'as pas besoin d'un attaquant à 40 buts pour aller marquer quand tes actions sont construites, quand ce but d'Akimi intervient sur un contre très bien placé, quand ce but de Mendes arrive sur une action vraiment formidablement bien jouée, à un moment donné, t'as pas besoin d'attaquant. T'as juste besoin de jouer au foot, t'as besoin de présence dans la surface, on se rend compte qu'il y en a, t'as besoin de précision, et le PSG aujourd'hui est létal. Le PSG aujourd'hui est complètement létal face au but. Et voilà, il y a beaucoup moins de déchets. Le PSG qui a battu notamment le record de buts en Ligue des Champions de l'OL avec 30 buts inscrits. Bon, au bout d'un moment, je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit. Et enfin, la dernière leçon, et là je voudrais quand même rendre un énorme hommage et le saluer. Un grand gardien, Donnarumma, bravo. Donnarumma, bravo. On lui doit bien sûr Liverpool, là le penalty de Darwin. On lui doit évidemment Liverpool encore avec le penalty de Curtis Jones. Mais on lui doit aussi cette qualification face à Aston Villa, bien sûr, parce que c'est lui qui est complètement décisif. Et on lui doit cette qualification pour les demi-finales, parce que le match il est énorme. Là, on voit la parade sur cette frappe de Paul Lopez. On voit l'arrêt sur Marcus Rashford, je pense. On voit ici la parade absolument extraordinaire sur cette frappe de loin, sur cette tête de Tielemans. C'est même plus extraordinaire, c'est miraculeux, voilà. Les mots vont finir par me manquer tant l'arrêt est sensationnel, tant il est vital également parce que à ce moment-là, c'est 5 partout, c'est la balle de chaos, c'est la balle d'élimination, je pense pour le PSG sincèrement. Et tu te rends compte que là, ouais, t'as Donnarumma qui répond présent, qui te fait les énormes parades qu'il faut au moment où il le faut. Il est décisif quand il le faut, il est sollicité, il répond présent. Il l'a fait contre Liverpool, il l'a fait contre Aston Villa. On avait des interrogations légitimes. Il a répondu dans les moments clés. Il a répondu dans les grands moments. Et donc du coup, bah voilà, ça répond un peu à nos questions. T'avais des doutes, Donnarumma a répondu. On se rend compte que là aussi, il y a cet arrêt devant Marco Asensio. Voilà, Donnarumma, on lui doit le quart de finale, on lui doit la demi-finale. Franchement, bravo. Voilà, bravo. Donnarumma a prouvé sa valeur et il a aussi beaucoup progressé. Et ça, il faut le souligner dans les pieds et dans les airs. Alors aujourd'hui, et moi le premier, j'avais dit que ce serait pas un scandale de le remplacer par Lucas Chevalier. Je regrette pas mes propos, mais quand tu vois le match, quand tu vois Aston Villa, quand tu vois Liverpool, quand tu vois le progrès, quand tu vois
la sympathie du mec, la volonté de bosser. Bravo. Bravo. Sincèrement, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. C'est bravo Donnarumma. Bravo à Paris pour la qualification. Évidemment, ça aurait été dur. Ça aurait été même bien plus dur que ce que tu pensais. T'es pas passé loin du cataclysme. Certains parlent d'une faillite mentale. Moi, je pense sincèrement que le PSG s'est juste relâché. Et s'il y avait vraiment eu une faillite mentale dans cette équipe, je le dis comme je le pense, Paris serait sorti. Paris serait sorti parce que je pense que les autres équipes de QSI avant seraient sorties. Je pense sincèrement que tu mets n'importe quelle équipe de QSI dans ce contexte-là, c'est terminé pour eux. Ils sortent, mais ce PSG-là n'est pas sorti parce que ce PSG-là est fort, parce que ce PSG-là arrive à avoir la maturité malgré son jeune âge, parce que ce PSG-là arrive à être bon, arrive à être performant, arrive à rester solide. Et tu te rends compte que oui, dans les moments de tempête, à Anfield, hier à Villa Park, dans 2 matchs très compliqués à jouer, Paris a tenu le cap. Paris a été bousculé, Paris a été chahuté, mais Paris a répondu présent. Et Paris, à chaque fois, s'en est sorti. Alors voilà. Bravo aux Parisiens. Ça aurait été une vraie belle leçon hier, une claque peut-être, mais elle était nécessaire. Elle était nécessaire, comme pour le Barça d'ailleurs, je pense, pour ensuite grandir, aller plus loin. Et si je devais un peu donner le mot de la fin, je dirais que ce match-là contre Villa, il est fondateur. Il est fondateur pour la fin de ta saison, et il est probablement fondateur pour les années à venir, parce que il y aura l'expérience acquise, il y aura le mercato, il y aura toutes ces choses, et forcément ça fait une énorme différence. Quoi qu'il en soit, les amis, profitons, savourons ces demi-finales pour le Paris Saint-Germain. L'avenir est radieux, Paris grandira, Paris a une équipe très jeune avec beaucoup de potentiel. C'était Podcast FC. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne et saluer le travail que j'ai pu faire pour ce podcast. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets sur la chaîne. A très bientôt et allez Paris.